Dans les faubourgs huppés de Paris, en cette froide matinée de novembre 1892, la brume matinale enveloppait la majestueuse demeure néoclassique d'Adèle Laurent comme un linceul gris. Les colonnes corinthiennes qui flanquaient l'entrée principale semblaient porter le poids d'un passé lourd de secrets, leur surface de marbre blanc striée par les années et les intempéries parisiennes. Adèle se tenait dans sa bibliothèque privée, ses doigts fins caressant distraitement la reliure en cuir patiné d'un des nombreux journaux de voyage légués par son défunt père. À 28 ans, cette femme d'une beauté aristocratique possédait cette élégance parisienne raffinée qui caractérisait les femmes de son rang. Ses cheveux châtain clair étaient soigneusement relevés en un chignon sophistiqué, et sa robe de soie bordeaux, ornée de dentelles délicates, témoignait de sa fortune considérable. « Mademoiselle Laurent » annonça discrètement Auguste, son majordome dévoué depuis plus de 20 ans, « le courrier du matin vient d'arriver, il y a une lettre qui semble particulièrement urgente. » Adèle leva les yeux de ses lectures, remarquant l'expression inhabituellement préoccupée d'Auguste. L'homme, d'ordinaire imperturbable, tenait entre ses mains gantées une enveloppe de papier vélin ivoire, dont l'écriture élégante lui était familière. « Merci, Auguste, » murmura-t-elle en tendant la main vers la missive. « Vous pouvez disposer. » Une fois seule, Adèle examina l'enveloppe. L'écriture fine et penchée lui rappelait instantanément sa jeunesse au pensionnat Sainte-Marie de Genève. Cette calligraphie délicate ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Émilie Duval, son amie d'enfance, sa confidente la plus proche durant ses années formatrices loin de Paris. Émilie, combien d'années avait-elle passé sans correspondre? 3, 4? Depuis qu'Émilie avait épousé ce marchand belge et s'était installée à Bruxelles, leurs échanges s'étaient progressivement espacés, jusqu'à cesser complètement. D'une main légèrement tremblante, Adèle brisa le cachet de cire rouge orné d'un motif qu'elle ne reconnut pas, une sorte de spirale entourée de symboles qu'elle n'arrivait pas à identifier. L'encre noire avait coulé par endroits, donnant à l'écriture un aspect légèrement sinistre. « Ma très chère Adèle, les années ont passé comme des ombres, et pourtant votre souvenir demeure vivace dans mon cœur. J'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé et que la fortune de votre père continue de vous sourire. Je vous écris aujourd'hui avec une urgence que vous comprendrez bientôt. J'ai découvert quelque chose qui concerne votre famille, votre héritage, votre père bien-aimé. Un secret si terrible, si bouleversant, que je ne peux me résoudre à le coucher sur papier sans vous avoir vu en personne. Je vous supplie, ma chère amie, de me rejoindre dans une propriété que j'ai acquise récemment dans les Alpes françaises, près de Chamonix. La beauté sauvage de ces montagnes sera le cadre idéal pour notre réunion, et l'isolement nous permettra de parler librement de ce qui doit être dit. Je organise un banquet de réconciliation, un dîner intime où nous pourrons rattraper ces années perdues, et où je pourrai vous révéler ce qui changera à jamais votre perception de votre héritage familial. D'autres invités seront présents, des personnes distinguées qui partageront notre compréhension particulière de l'histoire. Je vous attends le 18 novembre au soir. Un attelage vous prendra à la gare de Chamonix à 16 heures précises. Ne manquez pas ce rendez-vous, Adèle. Votre avenir en dépend. Avec toute mon affection sincère, Émilie PS. N'oubliez pas d'apporter les journaux de voyage de votre père. Ils seront éclairants. Adèle laissa retomber la lettre sur ses genoux, le cœur battant. Cette invitation, si formelle et pourtant si chargée de mystère, éveillait en elle un mélange d'appréhension et de curiosité. Qu'Émilie avait-elle découvert sur son père? Et pourquoi cette insistance sur les journaux de voyage? Elle se leva et se dirigea vers la grande fenêtre qui dominait le jardin automnal. Les feuilles dorées des marronniers dansaient dans le vent froid, créant un kaléidoscope de couleurs chaudes qui contrastait avec l'inquiétude grandissante qui l'envahissait. Depuis la mort de son père 2 ans auparavant, Adèle avait souvent été hantée par des rêves étranges. Des visions de banquets somptueux dans des lieux exotiques, où des mets inconnus étaient servis dans des plats de porcelaine fine. Ces rêves la laissaient toujours troublée, avec un goût métallique dans la bouche, et une sensation de malaise qu'elle n'arrivait pas à expliquer.
Auguste, appela-t-elle. Le majordome apparut aussitôt comme s'il avait attendu son appel derrière la porte. Oui, mademoiselle. Préparez mes bagages pour un voyage de 3 jours et sortez la malle contenant les journaux de mon père. Tous. Auguste fronça légèrement les sourcils, une expression d'inquiétude traversant son visage habitué à la discrétion. Mademoiselle, puis-je me permettre de vous demander où vous comptez vous rendre? Ces journaux. Votre père m'avait expressément recommandé de... Je sais ce qu'il vous avait dit, Auguste, l'interrompit Adèle d'une voix ferme. Mais les circonstances ont changé. Une vieille amie souhaite me voir, et elle semble insister sur l'importance de ces documents. Auguste hocha la tête à contre-cœur et s'éloigna pour exécuter ses ordres. Adèle resta seule avec la lettre d'Émilie, relisant chaque ligne, analysant chaque mot. Cette invitation était-elle vraiment ce qu'elle semblait être, ou cachait-elle quelque chose de plus sombre? Le soir tombait sur Paris quand Adèle prit finalement sa décision. Elle réserva une place dans l'express de nuit pour Chamonix, prévue pour le lendemain. Quoiqu'Émilie ait découvert, elle devait le savoir. Le mystère entourant l'héritage de son père l'obsédait depuis trop longtemps. Cette nuit-là, les rêves revinrent avec plus d'intensité que jamais. Adèle se voyait dans une grande salle éclairée par des chandeliers de cristal, entourée de visages familiers et inconnus. Sur la table, des plats exquis exhalaient des arômes à la fois appétissants et troublants. Et dans un coin de la salle, elle apercevait une silhouette féminine aux traits familiers qui l'observait avec un sourire étrange. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, la chemise de nuit trempée de sueur froide. À travers la fenêtre de sa chambre, l'aube grisâtre commençait à poindre sur Paris, annonçant le jour du départ. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Le train express Paris-Chamonix filait à travers la campagne française dans un panache de vapeur blanche qui se dissipait dans l'air glacial de novembre. Adèle avait réservé un compartiment de première classe où elle s'était installée avec ses bagages et la précieuse malle contenant les journaux de son père. Le rythme régulier des roues sur les rails créait une mélodie hypnotique qui semblait résonner avec les battements de son cœur anxieux. Elle avait ouvert l'un des journaux et tentait de se concentrer sur l'écriture soignée de son père, mais les mots semblaient danser devant ses yeux. Les récits d'expéditions en Afrique centrale et en Extrême-Orient qu'elle avait lus enfant avec émerveillement prenaient maintenant une tonalité différente, plus sombre, plus troublante. 15 mars 1878, région du Congo. Aujourd'hui, nous avons atteint le poste commercial de Mbandaka. Les pratiques locales sont fascinantes d'un point de vue anthropologique. J'ai pu observer des rituels que peu d'Européens ont eu la chance de documenter. Les croquis que j'ai réalisés serviront mes recherches futures. Adèle fronça les sourcils. Des croquis? Elle n'avait jamais vu de dessin dans les journaux de son père, seulement des descriptions textuelles. Où étaient passés ces fameux croquis? Le train pénétra dans un tunnel, plongeant temporairement le compartiment dans l'obscurité. Dans ce silence soudain, Adèle entendit distinctement le battement de son propre cœur. Quand la lumière revint, le paysage avait changé. Les collines verdoyantes avaient laissé place aux premiers contreforts des Alpes, leur sommet déjà couvert d'un manteau neigeux qui scintillait sous le soleil d'hiver. « Chamonix! Terminus !» annonça le chef de gare d'une voix forte qui résonna sur le quai de la petite gare alpine. Adèle rassembla ses affaires et descendit du train, frissonnant immédiatement au contact de l'air glacial. La différence de température avec Paris était saisissante. Ses bottes de cuir verni glissèrent légèrement sur le quai, couvert d'une fine pellicule de givre, et elle dut s'agripper à la rampe pour ne pas perdre l'équilibre. Fidèle à la promesse d'Émilie, un attelage l'attendait. Un cocher emmitouflé dans un épais manteau de fourrure s'approcha d'elle avec déférence. « Mademoiselle Laurent, je présume ?» dit-il, avec un accent local prononcé. « Madame Duval m'a envoyé vous chercher. Je m'appelle Henri. Je serai votre cocher pour la montée au château. »« Le château ?» s'étonna Adèle. « Madame Duval ne m'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un château. » Henri chargea ses bagages dans la voiture fermée.
Une élégante berline noire aux ferrures argentées qui semblait avoir été spécialement adaptée pour les conditions montagnardes. Oh, si, mademoiselle, un vieux château du XVIIe siècle que madame a fait entièrement rénover. C'est perché là-haut, sur le plateau de Bionnassay. La route est un peu difficile par ce temps, mais nous y serons avant la tombée de la nuit. L'attelage s'ébranla, quittant le village de Chamonix pour s'engager sur un chemin serpentant qui montait inexorablement vers les hauteurs. À mesure qu'il grimpait, la végétation se raréfiait et le paysage prenait un aspect de plus en plus sauvage. Les sapins aux branches chargées de neige se dressaient comme des sentinelles silencieuses, et seul le bruit des sabots des chevaux sur la route gelée troublait le silence oppressant. Adèle regardait défiler le paysage à travers la petite fenêtre de la berline. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre d'Émilie et aux mystérieuses révélations promises. Que savait son ami d'enfance sur son père? Et pourquoi avoir choisi ce lieu isolé pour leur réunion? Au bout d'une heure de montée laborieuse, l'attelage s'arrêta devant une grille en fer forgé monumentale, flanquée de 2 piliers de pierre sculptés. Henri descendit pour ouvrir les battants qui grincèrent sinistrement dans le silence. Au-delà, une allée bordée de hêtres dénudés menait vers une imposante silhouette qui se découpait contre le ciel gris. Le château de Bionnassay était effectivement une merveille architecturale. Construit dans le style français classique, il présentait une façade harmonieuse, ornée de frontons sculptés et de nombreuses fenêtres aux volets peints en bleu roi. Mais dans la lumière déclinante de cette fin d'après-midi hivernale, il dégageait une atmosphère inquiétante, presque gothique. « Nous voici arrivés, mademoiselle », annonça Henri en ouvrant la portière de la berline. Adèle descendit et leva les yeux vers la façade du château. Toutes les fenêtres étaient éclairées, projetant des rectangles dorés sur la neige immaculée de la cour d'honneur. Une fumée blanche s'échappait paresseusement de plusieurs cheminées, signe que l'intérieur était confortablement chauffé. Les lourdes portes d'entrée s'ouvrirent avant même qu'elles n'aient eu le temps de sonner, révélant une silhouette féminine élégamment vêtue qui se détachait contre la lumière chaude de l'intérieur. « Ma très chère Adèle !» s'exclama Émilie Duval en s'avançant, les bras ouverts. Adèle eut un mouvement de recul involontaire. La femme qui se tenait devant elle ressemblait à son amie d'enfance, mais quelque chose avait changé. Émilie avait toujours été menue et délicate, avec des traits fins et des yeux d'un bleu clair. Cette femme conservait certes la même stature et les mêmes traits généraux, mais ses yeux avaient perdu cette douceur candide qui la caractérisait autrefois. Ils étaient maintenant durs, perçants, comme animés d'une flamme inquiétante. « Émilie ?» dit Adèle avec hésitation. « C'est vraiment toi ?»« Bien sûr que c'est moi, ma chérie. 4 années ont passé, nous avons toutes deux changé. Mais entrez donc, vous devez être transie de froid. » Émilie la prit par le bras et l'entraîna vers l'intérieur du château. Le hall d'entrée était somptueux, avec un sol en marbre noir et blanc disposé en damier, et des tapisseries anciennes qui couvraient les murs de pierre. Une grande cheminée de style Renaissance était allumée, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Votre château est magnifique », dit Adèle en observant les détails du décor. « Vous ne m'aviez jamais dit que votre époux avait de si vastes propriétés. » Un sourire étrange passa sur les lèvres d'Émilie. « Mon époux, oh, il y a longtemps que nous ne vivons plus ensemble, ma chère. Cette propriété, je l'ai acquise, disons, par mes propres moyens. Mais ne parlons pas de ces choses triviales. Venez, laissez-moi vous montrer votre chambre. Vous devez vous reposer avant le dîner. » Elles montèrent un escalier de pierre aux marches usées par les siècles, puis empruntèrent un long couloir aux murs ornés de portraits anciens. Adèle remarqua que la plupart de ces toiles représentaient des scènes de chasse, mais il y avait quelque chose de troublant dans la façon dont elles étaient peintes. Les chasseurs semblaient moins s'intéresser au gibier qu'aux témoins de leurs exploits. « Voici votre chambre », annonça Émilie en ouvrant une porte sculptée. « J'espère qu'elle vous plaira. Elle donne sur la vallée, la vue y est magnifique. »
La chambre était effectivement somptueuse, meublée d'un lit à baldaquin aux rideaux de velours cramoisi, d'une commode Louis XVI et d'un secrétaire ancien. Un feu crépitait joyeusement dans la cheminée, réchauffant l'atmosphère. « C'est parfait, » dit Adèle, en posant ses bagages. « À quelle heure est prévu le dîner ?»« 8 heures précises. Nous serons 6 convives en tout, des personnes très intéressantes que j'ai hâte de vous présenter. Et n'oubliez pas d'apporter les journaux de votre père. Ils seront, comment dire, le point central de notre soirée. » Après le départ d'Émilie, Adèle s'installa près de la fenêtre et contempla le paysage alpestre qui s'étendait à ses pieds. La vallée était plongée dans l'ombre. Seules quelques lumières scintillaient, çà et là dans l'obscurité naissante. Le silence était total, oppressant, troublé seulement par le sifflement du vent dans les branches des sapins. Elle ouvrit sa malle et en sortit les journaux de son père, les disposant soigneusement sur le secrétaire. En les feuilletant à nouveau, elle remarqua des détails qui lui avaient échappé lors de sa première lecture dans le train. Certaines pages semblaient avoir été arrachées, d'autres présentaient des taches sombres qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Un frisson la parcourut. Ces taches, on aurait dit du sang séché. À 8 heures précises, Adèle descendit au salon où les autres invités étaient déjà rassemblés. Elle portait sa plus belle robe du soir, un modèle en soie émeraude orné de perles fines qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué, maintenu par des épingles serties de diamants, un héritage de sa mère. Le salon était une pièce imposante aux boiseries sombres, éclairée par plusieurs chandeliers de cristal qui projetaient 1000 reflets scintillants sur les dorures du mobilier. Une grande cheminée de marbre occupait un pan de mur entier, et au-dessus, un immense tableau représentait une scène de chasse dans un style réaliste troublant. « Mes chers amis, » annonça Émilie en se plaçant au centre du groupe, « permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Adèle Laurent, l'héritière dont je vous ai tant parlé. » Les convives se tournèrent vers Adèle avec un ensemble parfait, et elle eut l'impression désagréable d'être une pièce de musée exposée aux regards curieux de connaisseurs. Monsieur Liwei présenta Émilie en désignant un homme élégant d'origine asiatique, vêtu d'un costume occidental impeccable, attaché culturel de l'ambassade de Chine en France. Ses ancêtres ont vécu des événements remarquables durant la période de troubles dans la province du Guangxi. L'homme s'inclina avec courtoisie, mais Adèle remarqua que ses yeux la jaugeaient avec une intensité dérangeante. « Señor Carlos Méndez, » continua Émilie, « propriétaire terrien argentin. Sa famille possède de vastes domaines dans la Pampa, là où les traditions ancestrales persistent encore. » L'Argentin, un homme corpulent aux traits marqués, lui baisa la main selon l'usage, mais son sourire ne parvenait pas à masquer une lueur inquiétante dans ses yeux sombres. Madame Fatima Al-Rachid présenta ensuite Émilie, descendante d'une noble famille de Damas. Elle s'intéresse particulièrement à l'histoire des croisades et aux échanges culturels qui ont eu lieu à cette époque. La femme voilée inclina gracieusement la tête, mais ne dit mot. Seuls ses yeux perçants brillaient dans l'ombre de son voile de soie noire. Et enfin le docteur James Whitmore, anthropologue britannique spécialisé dans les rituels alimentaires des civilisations disparues. Le dernier convive, un homme âgé aux cheveux blancs et à la barbe soignée, s'avança vers Adèle avec un sourire bienveillant qui contrastait avec l'atmosphère générale. « Mademoiselle Laurent, j'ai eu l'occasion d'étudier les travaux de votre père. Un homme remarquable, vraiment remarquable. Vous connaissiez mon père ?» s'étonna Adèle. « Disons que nos chemins se sont croisés professionnellement, mais nous aurons l'occasion d'en reparler pendant le dîner. » Émilie frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « Mes chers amis, passons à table. Notre chef nous a préparé un menu exceptionnel ce soir. » La salle à manger était encore plus impressionnante que le salon. Une longue table de chêne massif occupait le centre de la pièce, dressée avec un service de porcelaine fine et des couverts en argent qui scintillaient sous la lumière des candélabres. Les murs étaient ornés de tapisseries anciennes représentant des scènes de banquets médiévaux. Mais Adèle remarqua avec un malaise croissant
que ces représentations avaient quelque chose d'étrange, de dérangeant. « Asseyez-vous, ma chère, » dit Émilie, en désignant la place d'honneur à sa droite. « Vous êtes notre invitée principale ce soir. » Les domestiques commencèrent à servir le premier service, un potage velouté d'un rose délicat, servi dans des bols de porcelaine fine, ornés de motifs dorés. L'arôme qui s'en dégageait était subtil, presque floral, mais avec une note sous-jacente que Adèle n'arrivait pas à identifier. « Ce potage a une saveur très particulière », remarqua-t-elle après avoir goûté une cuillerée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une recette familiale », répondit évasivement Émilie, « transmise de génération en génération. Mon chef l'a adaptée en utilisant des ingrédients locaux. » La conversation s'engagea sur des sujets apparemment anodins. Les dernières nouvelles de Paris, les événements politiques en Europe, les découvertes archéologiques récentes. Mais Adèle avait l'impression que chaque échange cachait une signification plus profonde, comme si tous les convives partageaient un secret qu'elle était seule à ignorer. Le second service arriva. Des médaillons d'une viande rosée, accompagnés d'une sauce brune et de légumes exotiques que Adèle ne reconnut pas. La présentation était artistique, presque trop parfaite, mais l'odeur qui s'en dégageait lui rappelait étrangement quelque chose. « Cette viande a un goût très inhabituel, » dit-elle en mâchant lentement. « On dirait du porc, mais avec une texture différente. » Un silence gêné s'installa autour de la table. Émilie échangea un regard entendu avec le docteur Whitmore. « C'est une viande importée d'Asie, » expliqua Li Wei avec un sourire énigmatique. « Une délicatesse très rare, réservée aux connaisseurs. En Argentine, » ajouta Carlos Mendez, « nous avons aussi nos propres spécialités. Des traditions culinaires que les conquistadors ont découvertes chez les peuples indigènes. » Adèle sentit un malaise croissant s'emparer d'elle. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette conversation, dans ces regards échangés, dans cette viande au goût si particulier. « Émilie, » dit-elle en posant ses couverts, « vous m'aviez promis des révélations sur mon père. Quand comptez-vous tenir votre promesse ?» Émilie se leva lentement, un sourire étrange aux lèvres. « Justement, ma chère, le moment est venu. Avez-vous apporté les journaux de votre père, comme je vous l'avais demandé ? » « Oui, ils sont dans ma chambre. »« Parfait. Docteur Whitmore, voulez-vous bien aller les chercher ?» L'anthropologue quitta la salle d'un pas ferme, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. Quelques minutes plus tard, il revint avec la malle contenant les journaux et la posa au centre de la table. « Mes chers amis, » annonça Émilie d'une voix solennelle, « le moment est venu de révéler à notre chère Adèle la véritable nature de l'héritage de son père. » Elle ouvrit la malle et en sortit l'un des journaux, qu'elle feuilleta jusqu'à une page particulière. « Lisez ceci, ma chère, » dit-elle en tendant le journal ouvert à Adèle. Adèle prit le journal d'une main tremblante et commença à lire l'entrée datée du 23 juin 1878. Poste commercial de Mbandaka. Aujourd'hui, j'ai été témoin d'un rituel que peu d'Européens ont eu la chance d'observer. Les indigènes ont sacrifié une jeune esclave selon leurs coutumes ancestrales. J'ai pu documenter chaque étape du processus, de la préparation du corps jusqu'à la consommation finale. Les croquis que j'ai réalisés sont d'un réalisme saisissant. Cette expérience m'a ouvert de nouveaux horizons sur les pratiques alimentaires de ces peuples primitifs. » Adèle laissa tomber le journal, le visage livide. « Non, non, ce n'est pas possible. Mon père n'a jamais... Il n'aurait jamais... »« Oh si, ma chère, » dit Émilie avec un sourire cruel. « Votre père n'était pas l'explorateur philanthrope que vous croyiez. Il était un voyeur des pires atrocités humaines, et il n'était pas qu'un simple témoin. » Elle sortit de la malle une série de dessins à l'aquarelle d'un réalisme effrayant. Adèle eut un haut le cœur en découvrant ces représentations détaillées de scènes d'anthropophagie, peintes avec un soin méticuleux qui trahissait une fascination morbide. « Mais attendez, » continua Émilie, « ce n'est que le commencement. Votre père n'a pas seulement observé ces pratiques en Afrique, il les a expérimentées.
Elle ouvrit un autre journal, révélant une page couverte d'une écriture plus nerveuse, moins soignée. Expédition en Syrie, octobre 1882. Les vivres s'amenuisent et nos guides nous ont abandonnés. Nous avons découvert les restes d'une caravane attaquée par les Bédouins. Dans notre désespoir, nous avons dû recourir aux mêmes méthodes que les croisés de Mahara en 1098. Dieu me pardonne, mais la survie primait sur tout le reste. Le goût était moins désagréable que prévu. Adèle se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est un mensonge. Vous avez falsifié ses écrits. Mon père n'était pas un cannibale, » termina Émilie avec un rire glacial. « Oh, si, ma chère. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que ces expériences l'ont marqué. À son retour en France, il a continué à pratiquer ses habitudes alimentaires particulières. » Le docteur Whitmore se leva à son tour. « Mademoiselle Laurent, je dois vous avouer quelque chose. J'ai travaillé avec votre père pendant des années. Nous appartenions tous deux à une société secrète, une société d'amateurs de gastronomie exotique. » Li Wei prit la parole à son tour. En Chine, durant la révolution culturelle dans la province de Guangxi, des banquets similaires ont eu lieu. Ma famille était impliquée dans ces événements. Votre père nous a fourni des conseils techniques. Carlos Mendez acquiesça. En Argentine aussi, les traditions indigènes ont survécu. Votre père nous a aidés à préserver ses coutumes ancestrales. Adèle recula vers la porte, horrifiée. « Vous êtes tous fous, complètement fous. »« Non, ma chère, » dit Émilie avec un calme terrifiant. « Nous sommes simplement des connaisseurs. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi je vous ai vraiment invité ici. » Elle claqua dans ses mains et les domestiques entrèrent dans la salle portant un dernier service. Mais cette fois, ce qui était présenté sur les plateaux fit hurler Adèle d'horreur. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le hurlement d'Adèle résonna dans toute la salle à manger, se répercutant sur les murs de pierre comme l'écho d'un cauchemar. Sur les plateaux d'argent finement ciselés, arrangés avec un soin artistique macabre, reposaient des morceaux de chair humaine parfaitement préparés, garnis d'herbes fraîches et accompagnés de sauces raffinées. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» balbutia-t-elle, reculant jusqu'à ce que son dos rencontre la porte fermée. Émilie s'approcha lentement d'elle, un sourire serein sur les lèvres, comme si cette scène était la chose la plus naturelle du monde. « Ma très chère Adèle, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Sophie Moreau, votre 5e convive de ce soir, une jeune femme charmante qui nous a généreusement offert sa participation à notre banquet. » Adèle sentit ses jambes se dérober sous elle. La réalité de la situation la frappait avec une violence inouïe. Ces gens étaient des cannibales, et elle venait de partager leur repas monstrueux. Le potage du début de soirée, continua Émilie avec une délectation évidente, était préparé à partir de son sang, délicatement mélangé à des épices rares importées d'Orient. Quant à la viande que vous avez tant appréciée... « Non !» hurla Adèle en se jetant sur la porte. « Non, non, non !» Mais la poignée ne céda pas. La porte était verrouillée de l'extérieur. « Inutile de vous agiter ainsi, ma chère, » dit le docteur Whitmore en s'approchant. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. Nous avons encore tant de choses à vous révéler. » Li Wei se leva et sortit de sa veste un carnet relié de cuir rouge. « Voici le véritable journal de votre père, mademoiselle. Celui qu'il a tenu secret toute sa vie, celui où il a consigné ses véritables expériences. » Il ouvrit le carnet et commença à lire d'une voix posée. 15 décembre 1885, Paris. Aujourd'hui, j'ai organisé mon premier banquet français. Les Marchetti, mes voisins italiens, avaient disparu depuis une semaine. La police les croit partis précipitamment, mais la vérité est tout autre. Leur fille de 12 ans avait une chair particulièrement tendre. Mes invités ont été enchantés de cette nouvelle expérience gastronomique. Adèle se laissa glisser le long de la porte, la tête entre les mains. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi me révéler tout cela ?» Émilie s'agenouilla à côté d'elle, lui caressant les cheveux avec une fausse tendresse. « Parce que, ma très chère amie,
vous avez un rôle à jouer dans cette histoire. Vous souvenez-vous de vos parents adoptifs au pensionnat, les sœurs de charité qui s'occupaient de vous quand votre père était en voyage? Adèle leva les yeux, troublée. Effectivement, elle avait été confiée plusieurs fois à des religieuses durant son enfance, quand son père partait en expédition. Sœur Marie-Claire et sœur Angélique, continua Émilie, 2 femmes dévouées qui vous aimaient comme leur propre fille. Vous souvenez-vous de leur disparition soudaine quand vous aviez 14 ans? Un souvenir horrible commença à prendre forme dans l'esprit d'Adèle. Elle revoyait ces 2 femmes bienveillantes qui l'avaient élevée avec tant de douceur, et leur disparition inexpliquée qui l'avait tant marquée à l'adolescence. « Elles n'ont pas disparu, ma chère », chuchota Émilie à son oreille. « Votre père les a invitées à dîner pour fêter vos 14 ans. Elles ont été le cadeau d'anniversaire que vous n'avez jamais reçu. » Adèle poussa un cri déchirant qui venait du plus profond de son âme. Tout se mettait en place, les absences de son père, les dîners somptueux organisés dans la maison familiale quand elle était au pensionnat, les disparitions inexpliquées de personnes de leur entourage. « Mais ce n'est pas tout, » reprit Émilie en se relevant. « Savez-vous qui je suis vraiment, ma chère Adèle ?» Adèle la regarda à travers ses larmes, incapable de prononcer un mot. Je suis Émilie Duval, c'est vrai, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis la fille de l'une des victimes de votre père. Ma mère, une jeune femme congolaise, était enceinte quand votre père l'a choisie pour l'un de ses rituels en 1864. J'ai été sauvée in extremis par des missionnaires, mais j'ai grandi en sachant la vérité sur ma naissance. Elle se plaça devant le grand miroir de la salle à manger et commença à retirer sa perruque blonde, révélant des cheveux noirs crépus. Puis, elle ôta les lentilles bleues qui masquaient ses vrais yeux sombres. Toute ma vie n'a eu qu'un seul but, vous retrouver et vous faire payer pour les crimes de votre famille. Le pensionnat suisse, notre amitié, tout était calculé, préparé minutieusement. Madame Al-Rachid prit la parole pour la première fois de la soirée, retirant son voile pour révéler un visage marqué par de profondes cicatrices. Mes ancêtres ont subi les affres du banquet des croisés à Mahara. Ma famille a survécu, mais la mémoire de ces horreurs s'est transmise de génération en génération. Quand j'ai appris que le descendant de l'un de ces monstres vivait encore, j'ai juré de venger mes aïeux. Carlos Mendes hocha la tête. En Argentine, votre père a détruit des communautés entières sous prétexte d'études anthropologiques. Il a profané nos traditions ancestrales en les pervertissant pour ses propres plaisirs sadiques. Li Wei rangea le carnet rouge. Mes grands-parents ont péri durant les banquets cannibaliques de la révolution culturelle, des événements directement inspirés par les écrits de votre père qui circulaient parmi les dirigeants locaux. Adèle réalisa avec horreur l'ampleur de l'héritage maudit de sa famille. Son père n'était pas seulement un cannibale isolé, mais le fondateur d'un réseau international d'anthropophages qui avait semé la mort et la souffrance à travers le monde. Et maintenant, dit Émilie en se tournant vers la table où les restes humains étaient toujours exposés, il est temps pour vous de comprendre pleinement votre héritage. Vous allez partager ce repas avec nous, Adèle. Vous allez goûter à cette chair comme votre père l'a fait avant vous. Jamais! Cria Adèle en se relevant. « Jamais je ne ferai une chose pareille !»« Oh, mais vous n'avez pas le choix !» dit Émilie en sortant de son réticule un petit flacon de cristal. « Le vin que vous avez bu pendant le dîner contenait une petite préparation de ma composition. Dans quelques minutes, vous ne serez plus en mesure de résister à nos suggestions. » Effectivement, Adèle sentait déjà ses forces l'abandonner, ses membres devenaient lourds et sa vision commençait à se troubler. Mais au moment où elle allait s'effondrer, un bruit retentit à l'extérieur de la salle. Des coups violents résonnèrent contre la porte d'entrée du château, suivis d'une voix forte qui criait « Police! Ouvrez immédiatement !» Un sourire de soulagement éclaira le visage d'Adèle, mais Émilie ne semblait pas inquiète le moins du monde. « Ah, nos derniers invités arrivent, » dit-elle calmement. « Inspecteur Rousseau, je présume, nous vous attendions. » La porte de la salle à manger s'ouvrit, révélant un homme en uniforme de police qui entra d'un pas assuré. Mais au lieu d'arrêter les cannibales, il se dirigea directement vers Émilie et s'inclina respectueusement. « Bonsoir, madame. »
Tout s'est déroulé comme prévu. Adèle écarquilla les yeux d'horreur. Même la police était complice. Parfaitement, inspecteur, répondit Émilie. Mademoiselle Laurent a eu droit à toutes les révélations promises. Il ne reste plus qu'à procéder à la cérémonie finale. L'inspecteur se tourna vers Adèle avec un sourire cruel. Mademoiselle Laurent, permettez-moi de me présenter. Inspecteur Paul Rousseau. J'étais l'un des meilleurs amis de votre père et l'un de ses plus fidèles associés. Grâce à ma position, nous avons pu faire disparaître bien des preuves au fil des années. La drogue commençait à faire effet, et Adèle sentait sa conscience lui échapper. Dans un ultime sursaut de lucidité, elle parvint à articuler. « Que voulez-vous de moi ?» Émilie s'approcha et lui caressa le visage avec une tendresse feinte. « Nous voulons que vous perpétuiez la tradition familiale, ma chère. Nous voulons que vous deveniez l'une des nôtres. Et si vous refusez... » Elle fit un signe de tête aux domestiques qui entrèrent dans la salle. Adèle remarqua avec terreur qu'il portait des tabliers de boucher maculés de sang frais. « Si vous refusez, vous rejoindrez Sophie Moreau sur notre table. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. » Dans un état semi-comateux provoqué par la drogue, Adèle fut transportée dans une cellule aménagée dans les sous-sols du château. C'était une pièce de pierre froide et humide, éclairée par une unique chandelle qui projetait des ombres dansantes sur les murs suintants. Un lit de fer rudimentaire et un seau constituaient tout le mobilier. Quand elle reprit conscience, plusieurs heures s'étaient écoulées. La lueur grisâtre qui filtrait par un soupirail indiquait que l'aube approchait. Sa tête lui faisait atrocement mal, et sa bouche était pâteuse. Mais surtout, l'horreur de la soirée précédente lui revenait par vagues successives, chaque souvenir plus atroce que le précédent. Elle se leva péniblement et examina sa prison. Les murs de pierre étaient couverts de graffitis anciens, certains datant visiblement de plusieurs décennies. En regardant de plus près, elle déchiffra des noms, des dates, des supplications désespérées gravées dans la roche. Marie Dubois, 1887, que Dieu me vienne en aide. Famille Marchetti, décembre 1885, nos enfants, nos pauvres enfants. Sœur Marie-Claire, juillet 1888, pardonnez-leur, mon Dieu, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Adèle s'effondra en reconnaissant ce dernier nom. Sœur Marie-Claire, l'une des religieuses qui l'avaient élevée, avait donc bien fini ici, dans cette cellule, avant de subir l'innommable. Un bruit de pas résonna dans l'escalier de pierre qui menait au sous-sol. La porte de la cellule s'ouvrit, révélant Émilie qui portait un plateau repas. « Bonjour, ma chère », dit-elle avec une fausse cordialité. « J'espère que vous avez bien dormi. Je vous ai apporté votre petit déjeuner. » Elle posa le plateau sur le sol. Il contenait un bol de bouillon fumant, du pain noir et un gobelet d'eau. « Je suppose que vous vous demandez ce qui va vous arriver maintenant, » continua Émilie en s'asseyant sur l'unique chaise de la cellule. Adèle la regardait avec un mélange de dégoût et de terreur, incapable de prononcer un mot. « Vous avez le choix, ma chère amie. Soit vous acceptez de rejoindre notre confrérie et de perpétuer l'œuvre de votre père, soit... Eh bien, soit vous subissez le même sort que toutes les personnes qui ont séjourné dans cette cellule avant vous. »« Jamais, » murmura Adèle d'une voix rauque, « jamais je ne deviendrai un monstre comme vous. » Émilie soupira théâtralement. « C'est bien dommage. Vous auriez pu vivre une existence si riche en sensations. Savez-vous que votre père m'a écrit avant de mourir? Il m'a légué tous ses carnets secrets, tous ses contacts à travers le monde. Tous les détails de son réseau. » Elle sortit de sa poche une lettre à l'entête de la famille Laurent. « Voulez-vous que je vous lise ce qu'il pensait vraiment de vous ?» Sans attendre de réponse, elle déplia la lettre et commença à lire. « Ma chère Émilie, si vous lisez ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je vous lègue mon œuvre, mes recherches, mes expériences. Mais je vous demande une faveur. Occupez-vous d'Adèle. Ma fille ne sait rien de mes véritables activités, et j'aimerais qu'elle puisse poursuivre la tradition familiale. Elle a dans le sang cette prédisposition que j'ai mise des années à développer chez moi. Initiez-la en douceur.
montrez-lui que nos pratiques ne sont pas de la barbarie, mais une forme supérieure de connaissance humaine. Votre dévoué, Édouard Laurent PS. J'ai caché dans sa chambre d'enfant, derrière le portrait de sa mère, des documents qui l'aideront à comprendre. Utilisez-les au moment opportun. Adèle sentit son monde s'écrouler définitivement. Même mort, son père continuait à orchestrer sa destruction. « Vous mentez !» articula-t-elle péniblement. « Cette lettre est un faux. »« Oh non, ma chère. Et pour vous le prouver, j'ai envoyé l'un de mes hommes récupérer ces fameux documents dans votre demeure parisienne. » Elle fit un signe, et l'inspecteur Rousseau entra dans la cellule, portant une petite cassette de métal. « Voici ce que nous avons trouvé derrière le portrait de votre mère, » dit-il en ouvrant la cassette. À l'intérieur se trouvaient des photographies d'une netteté saisissante, des croquis anatomiques détaillés et des recettes écrites de la main de son père. Adèle ne put retenir un cri d'horreur en découvrant ces documents qui démontraient sans ambiguïté l'ampleur des activités cannibales de sa famille. « Comme vous pouvez le constater, » dit Émilie, « votre père avait prévu votre initiation depuis longtemps. Il a même laissé des instructions précises sur la manière de procéder. » Elle sortit une feuille de la cassette et lut. « Pour Adèle, commencez par lui faire goûter discrètement de la chair humaine mélangée à de la viande animale. Augmentez progressivement les proportions jusqu'à ce qu'elle développe le goût. La phase suivante consiste à lui faire assister à une préparation complète. Enfin, elle devra participer activement à un banquet. Vous voyez, conclut Émilie, nous ne faisons que suivre les dernières volontés de votre père, et ce processus a déjà commencé hier soir. La viande que vous avez mangée était... « Taisez-vous » hurla Adèle en se jetant sur elle. Mais l'inspecteur Rousseau la maîtrisa facilement et la repoussa contre le mur. « Allons, allons, mademoiselle, » dit-il calmement. « Vous ne pouvez plus reculer maintenant. Vous avez déjà franchi la ligne. Une partie de vous a aimé ce goût nouveau, n'est-ce pas? Je l'ai vu dans vos yeux hier soir. » Adèle se recroquevilla dans un coin de la cellule, secouée de sanglots. Elle ne pouvait pas le nier. Une partie d'elle, une partie qu'elle refusait d'accepter, avait effectivement trouvé cette viande, délicieuse. « Laissez-la réfléchir, » dit Émilie en se levant. « Nous reviendrons ce soir. D'ici là, elle aura peut-être changé d'avis. » Ils sortirent de la cellule, laissant Adèle seule avec ses pensées horrifiantes et le plateau repas intact. Les heures passèrent avec une lenteur atroce. Adèle ne touchait pas à la nourriture, redoutant qu'elle ne soit elle aussi contaminée. Elle passa son temps à examiner chaque centimètre de sa cellule, cherchant désespérément un moyen de s'échapper. C'est en grattant le mortier autour d'une pierre du mur qu'elle découvrit quelque chose d'inattendu. Un message gravé récemment, presque invisible. « Adèle, si vous lisez ceci, c'est qu'il est encore temps. Auguste, tunnel derrière la pierre louse du fond. Minuit. Auguste. » Son fidèle majordome avait donc découvert la vérité et tenté de la sauver. Avec une énergie nouvelle, elle se mit à examiner le fond de la cellule et découvrit effectivement une pierre qui bougeait légèrement. À minuit précis, elle parvint à déplacer la pierre, révélant un étroit tunnel qui semblait mener vers l'extérieur du château. Sans hésitation, elle s'y engouffra. Le tunnel était étroit et humide, mais après plusieurs mètres de progression difficile, elle déboucha dans une grotte naturelle où Auguste l'attendait, une lanterne à la main. « Mademoiselle !» chuchota-t-il avec soulagement. « Grâce à Dieu, vous êtes saine et sauve. »« Auguste, comment avez-vous su ? J'ai toujours eu des soupçons sur les activités de monsieur votre père. Quand vous êtes parti pour les Alpes, j'ai fouillé ses affaires et j'ai découvert l'innommable. J'ai immédiatement organisé votre sauvetage. » Il la guida vers la sortie de la grotte qui donnait sur la forêt enneigée. « Une voiture nous attend à 1 kilomètre d'ici. Nous devons partir immédiatement. » Ils coururent dans la neige profonde, Adèle trébuchant plusieurs fois dans sa robe d'intérieur, inadaptée au froid. Derrière eux, des cris et des aboiements indiquaient que leur évasion avait été découverte. « Plus vite, mademoiselle !» haleta Auguste. « Il nous rattrape !» Ils atteignirent finalement la route où une berline les attendait, conduite par un homme qu'Adèle ne reconnut pas. « Montez vite !» cria le cocher.
Ils s'engouffrèrent dans la voiture qui démarra immédiatement. À travers la vitre arrière, Adèle vit les lumières du château s'éloigner dans la nuit. Elle était libre, mais pour combien de temps? Où allons-nous? Demanda-t-elle. À la gare de Chamonix, répondit Auguste. Un train spécial nous emmènera en Suisse. J'ai des contacts là-bas qui pourront nous aider. Mais ils vont nous poursuivre. Oui, mademoiselle, cette organisation est puissante et dispose de nombreux relais. Nous devrons vivre cachés, changer d'identité, ne plus jamais revenir en France. Adèle acquiesça, comprenant qu'elle venait de perdre à jamais sa vie d'avant. Mais alors qu'il filait vers la liberté, une pensée horrible la traversa. Le goût de cette viande qu'elle avait mangée la hantait toujours. Une partie d'elle en redemandait, et cette réalisation la terrifia plus que tout le reste. L'héritage maudit de sa famille coulait dans ses veines, et elle ne savait pas si elle aurait la force de le combattre toute sa vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. 10 ans plus tard, dans un petit village suisse isolé, une femme vit sous une fausse identité. Elle a coupé ses cheveux, changé sa façon de s'habiller, appris un nouveau métier. Mais parfois, la nuit, elle rêve encore de ses banquets interdits, et au réveil, elle trouve un goût métallique dans sa bouche. L'héritage des Laurent n'est pas mort avec Édouard. Il continue de hanter sa descendance, rappelant que certains péchés se transmettent de génération en génération, et que fuir ses démons intérieurs est parfois plus difficile que d'échapper à ses ennemis. Car dans l'ombre, Émilie et sa confrérie continuent leurs macabres activités, toujours à la recherche de l'héritière qui leur a échappé. Et elles savent que tôt ou tard, l'appel du sang finira par la ramener vers eux.